Bonjour à tous. En 2023, nous commémorons les 80 ans de la mort de Jean Moulin. Jean Moulin était un célèbre résistant lyonnais, d'abord préfet de l'Aveyron puis de l'Eure-et-Loir. Il refuse l'occupation et rejoint le mouvement des forces françaises libres. Il est chargé par le général de Gaulle d'unir les différents mouvements de résistance sur le territoire. Il crée ainsi le Conseil national de résistance dont il sera le premier président. Il finit par se faire arrêter à Caluire chez le docteur Ducoujon. Il a ensuite été torturé par le boucher de Lyon, Klaus Barbie, avant de mourir de ses blessures dans un convoi en partance pour l'Allemagne. Pour cette occasion, nous avons souhaité tourner notre colloque autour du thème des mémoires, et plus précisément du travail mémoriel dans nos sociétés. Nous souhaitons, par ce cycle de conférences, offrir un regard croisé sur des mémoires différentes, celle du procès de Klaus Barbie, celle du génocide des Tutsis au Rwanda, celle des victimes de crimes de guerre en ex-Yougoslavie. L'association Polygone est ainsi fière de vous accueillir pour la première conférence de ce colloque portant sur la résistance lyonnaise et le Conseil national de résistance. Pour traiter de ce sujet, nous recevons aujourd'hui deux grands intervenants, M. Douzou et Mme Doré-Rivet. Monsieur Douzou, vous êtes professeur d'histoire, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément des questions de résistance et de mémoire. Vous êtes donc l'invité parfait pour cette conférence. Vous avez notamment été professeur à l'Université de Lyon 2 et à Sciences Po. Madame Doré-Rivet, vous êtes la directrice du CHRD, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Vous êtes également l'autrice de l'ouvrage Une ville dans la guerre, Lyon, de 1939 à 1945. C'est un honneur pour nous de vous compter aujourd'hui avec nous. Nous sommes donc réunis pour évoquer la place de Lyon au sein de la résistance, son organisation, son impact et le travail mémoriel opéré autour de tout cela. En effet, la ville de Lyon a joué un rôle particulièrement important dans les mouvements de la résistance française. Elle a connu la création des trois principaux réseaux de la résistance de la zone sud, Francs-Tireurs, Combat et Libération. La ville a vu passer bon nombre de figures majeures de la résistance, Jean Moulin, Lucie et Raymond Aubrac, François Morin et encore beaucoup d'autres. La place de Lyon dans la résistance a très vite été remarquée et mise avant, et ce, avant la fin de la guerre mondiale. En septembre 1944, lors de sa visite des villes libérées, le général de Gaulle fera résonner ces mots. Comment dire à Lyon toute l'émotion, toute la gratitude que je ressens dans cette capitale gauloise qui fut ensuite la capitale de la résistance française et qui est aujourd'hui une très grande ville de notre France couverte de blessures, éclatante dans son honneur et emportée par son espérance. Ainsi, notre première question sera la suivante. De quelle manière les mémoires de la résistance lyonnaise ont-elles évolué depuis la Seconde Guerre mondiale et comment ce travail de transmission se repense à l'heure de la disparition des derniers témoins ? Ça va être cousu avec du profil, mais je pense que Laurent Douzou pourra rectifier après. La mémoire de la résistance, elle commence en fait dès les tout premiers lendemains de la guerre et elle est portée essentiellement d'abord par les acteurs, c'est-à-dire les gens qui ont fait la résistance, en tout cas ceux qui ont survécu, qui ont à cœur très vite de se constituer en association et puis de porter la mémoire de leurs camarades disparus. Alors je pense à une association qui se crée vraiment dès l'automne 1944, qui est l'association des rescapés de Montluc, j'y pense parce qu'on n'est pas très loin. Alors par mémoire de la résistance, on va parfois confondre des choses assez différentes. Aujourd'hui, surtout après le procès de Klaus Barbie, il est bien clair dans les esprits de tout le monde qu'il y a une mémoire de la résistance, une mémoire des victimes de la Shoah, qu'elles ne se confondent pas. Typiquement, les rescapés de Montluc qui vont porter les mémoires de toutes les personnes passées par Montluc, c'est-à-dire juifs et résistants. Elle est portée bien sûr par le pouvoir politique, cette mémoire, et elle est portée par la société tout entière. On a parlé de la visite de Gaulle le 14 septembre 1944 à Lyon. Voilà, on est dans cet esprit-là. J'ai oublié la question. Comment elle évolue ? Donc elle est d'abord portée par les acteurs. Un fait, alors je parle de mon point de vue de directrice de musée. Il y a un fait très significatif, c'est dès 1965 sera créé à Lyon un premier musée consacré à la résistance. Il est situé à l'époque dans les locaux du Muséum d'histoire naturelle, qui est boulevard des Belges, dans le 6e arrondissement. C'est assez important, ça veut dire que dès
finalement, on n'est que 20 ans après la libération, les acteurs, donc les anciens résistants, ont conscience qu'il faut préserver cette mémoire-là, mais il faut aussi la nourrir. Je ne vais pas vous faire la balance histoire-mémoire, mais enfin on est un peu là-dedans quand même. Et il faut aussi préserver tout ce qui va documenter cette histoire de la résistance, donc notamment les archives privées des anciens résistants. Alors ce musée, c'est l'ancêtre de celui que je dirige, qui lui sera créé en 1992. Donc on voit qu'à la fois cette mémoire elle est très peu portée, mais que 20 ans après, il y a quand même cette crainte qu'elle soit déjà oubliée, parce qu'il y a une génération qui est passée, et parce que même s'il y a eu la panthéonisation de Jean Moulin fin 64, qui a eu pas mal d'éclat, finalement la jeunesse elle passe déjà à autre chose. L'autre point, j'essaie de trouver des bornes chronologiques. Alors le procès de Klaus Barbie, c'est autre chose, c'est là où on va voir émerger effectivement ces deux mémoires, et avec une espèce de déception des anciens résistants, que finalement Klaus Barbie sera jugé pour crime contre l'humanité, mais pas forcément en tant que bourreau de Jean Moulin, pour faire court, en tout cas pas pour avoir persécuté des résistants. Clairement, on est passé depuis le début des années 2000 dans ce que... Alors, il y a quelqu'un que j'aime bien citer, c'est Serge Barcellini, qui, pas pour la Seconde Guerre mondiale, pour la Première Guerre mondiale, parle du temps du souvenir, du temps de la mémoire, du temps de l'histoire. C'est-à-dire que le temps du souvenir, il est porté par les acteurs eux-mêmes, le temps de la mémoire, il est à la fois porté par les acteurs et par leurs héritiers. Et le temps de l'histoire, c'est quand il n'y a plus du tout de témoins et que c'est une histoire un peu plus éloignée. Pas froide forcément, mais éloignée. Là, on est vraiment rentré dans le temps de l'histoire avec les années 2000, la disparition progressive des acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Et pour autant, quand vous regarderez demain les manifestations, la référence à la Seconde Guerre mondiale, au combat de la résistance et au programme du CNR, elle est quand même assez récurrente encore dans la société, notamment pour la défense des acquis sociaux. Donc voilà, c'est quand même une mémoire qui reste active, alors même qu'il n'y a plus de témoins. Oui, alors, je ne vais pas rectifier ce qu'a dit Isabelle, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Peut-être préciser 2-3 points. D'abord, la mémoire, ça se constitue en même temps que l'action se déroule. C'est-à-dire, on a souvent l'idée qu'une fois que les choses sont faites, une mémoire se constitue. Là, je vous invite, vous trouverez ça très facilement, par exemple, à lire les discours de Pierre Brossolette. Pierre Brossolette, c'est quelqu'un qui est mort héroïquement le 22 mars 1944 et qui est allé à Londres à diverses reprises et qui a fait sur les antennes de la BBC des discours qui sont splendides. Donc vous pouvez lire Pierre Brossolette, vous trouverez facilement ses discours. Il y en a un qu'il a fait le 18 juin 1943 pour le 3e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, dans lequel il dit très précisément « L'histoire un jour dira ». Ce qu'a été notre Odyssée, ce qu'a été notre Iliade, etc. Ça veut dire que Brossolette, qui était agrégé d'histoire, réfléchit déjà à la manière dont plus tard on se remémorera cette histoire-là. Et si vous lisez bien Brossolette, pourquoi est-ce que les gens, en même temps qu'ils agissent, se constituent une mémoire? Parce qu'on a affaire à une action clandestine. C'est-à-dire une action dans laquelle le mieux, c'est de ne laisser aucune trace. Plus vous êtes efficace, moins vous laissez de traces, plus vous effacez les traces de votre action. Mais du coup, avoir une mémoire, c'est très difficile. Parce que la mémoire a besoin de béquilles. Elle a besoin de notes qu'on a prises, de dates qu'on a ancrées sur du papier. Et là, finalement, où cette mémoire-là vit-elle? Dans le cerveau des gens, femmes et hommes, qui survivront. Je dis qu'ils survivront parce qu'il y a tout un pan de mémoire qui s'est perdu, c'est les gens qui sont morts très tôt. Or, l'espérance de vie clandestine, elle est très faible. Quand quelqu'un commence à être résistant dès 40, la probabilité pour qu'il aille jusqu'en 44, elle est faiblissime. Ça veut dire qu'il y a tout un pan de mémoire 40, 41, 42 qu'on a complètement perdu. Et donc, on ne se souvient plus majoritairement que de 42, 43 et 44, pour ceux qui ont survécu. Deuxièmement, vous posez la question de la manière dont cette mémoire après-guerre
se constitue ou vit ou s'anime. C'est très difficile parce que c'est une mémoire glorieuse. Avoir été résistant, c'est glorieux, mais c'est une mémoire très difficile à porter. Pourquoi ? Parce que les résistants sont pris dans une contradiction qui est insoluble. Ou bien ils disent « nous avons été une poignée », ce qui est le cas. Du coup, ipso facto, ils désignent tous ceux qui n'ont rien fait. Ou bien ils disent « on a été comme des poissons dans l'eau ». En 43-44, la population nous soutenait, ce qui est vrai. Et dans ce cas, ils aboutissent à dissoudre ce qui a été leur action même, le sel de leur action. Donc ils sont constamment pris entre l'héroïsme ou l'amalgame avec l'ensemble de la population. Et du coup, c'est une mémoire très difficile à incarner et à porter. Et si vous réfléchissez bien, vous verrez que c'est une mémoire qui a du mal à se frayer un chemin. Je donne quelques exemples. La philatélie, les timbres, vous savez qu'il existe encore. Maintenant, ça change beaucoup avec la Poste de 2023, mais à l'origine, il y avait des timbres classiques, et puis il y avait des timbres de collection. Alors, les timbres de collection, c'est l'État qui décide quelle figure il va faire figurer sur ces petites vignettes. Or, il y a très peu de résistants. Très, très peu, quand on regarde de 45 à nos jours. Et souvent, quand il y a des résistants, on ne signale pas qu'ils sont résistants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, qui saura qu'ils sont résistants? Ceux qui le savent déjà. On a une mémoire circulaire, intime. C'est une mémoire qui vit beaucoup dans l'entre-soi. Les résistants ne parlent souvent de résistance qu'entre eux. Alors j'ai dit la philatélie, mais je pourrais dire la fiction, le roman. Il y a très peu de romans sur la résistance. Alors vous me citerez peut-être l'Armée des Ombres de Joseph Kessel, mais l'Armée des Ombres de Kessel est publiée à Alger en 1943. Vous voyez, une mémoire qui déjà se constitue au cœur de l'action. Et ça donnera un film de Jean-Pierre Melville, superbe, en 1969. Et pour le reste, il y a assez peu d'écrits de fiction sur la résistance, parce que c'est très difficile de la fictionnaliser. C'est très difficile de l'incarner intelligemment, au fond de lui être fidèle en empruntant la voie de la fiction. Le cinéma. Je ne sais pas si vous êtes cinéphile, mais il y a très peu de films sur la résistance. Il y a beaucoup de films de piètre qualité, mais il y a très peu de films qui comptent sur la résistance. Il y a La bataille du Rail, René Clément, 1946, que sûrement vous devez connaître au moins de nom. Il y a Le Père tranquille de René Clément, 1946, qui nous montre quelqu'un qui est un chef de réseau, mais dont tout le monde, jusqu'à sa propre famille et à son fils, ignore qu'il est chef de réseau. C'est une très belle allégorie de ce qu'est la résistance, parce que ça nous dit au fond que les résistants, ils sont bien entre eux, et que le reste de la population sait très peu de choses sur eux. Et puis quand on dévide les films, d'après il y en a très peu. Il y en a un que je vous recommande beaucoup, si vous aimez le cinéma, c'est Un condamné à mort s'est échappé, de Robert Bresson, mais qui est un film extraordinaire. C'est le récit de la seule évasion qu'il y ait jamais eu de la prison de Montluc. Donc c'est un fait authentique qu'il porte à l'écran. Mais vous regarderez le film, c'est un film qui est entièrement dépouillé. C'est un film où il n'y a aucun héroïsme. C'est un film où, au jour le jour, on voit ce qu'est la vie d'un prisonnier qui pense à concevoir une évasion et qui finalement la réussit. Autre film auquel je pense, Marie-Octobre, Julien Duvivier, film de 1953 ou 6, qui raconte l'histoire de survivants d'un réseau qui se réunissent ensemble parce qu'ils savent que l'un d'entre eux a trahi. Et le film, c'est un huis clos où on voit ses anciens camarades de résistance discuter ensemble, puis pied à pied, essayer de démasquer le traître qu'il y a parmi eux. Ce qui, là encore, est une allégorie intéressante. On ne peut démasquer que si on est soi-même partie prenante. Et c'est une affaire qu'on règle dans l'entre-soi résistant. Et puis, si je vais un peu plus loin, sans entrer dans le détail, mais pour de la cinéphilie, ben vous avez, dans les films qui ensuite vont être très importants, Papy fait de la résistance. Ça vous dit quelque chose. On est en 1983, si je ne m'abuse, et là, vous voyez une mémoire qui change, qui bifurque. On nous montre quoi? Des vieux gâteux, qui sont à une émission de télévision qui, à l'époque, avait beaucoup de succès, qui s'appelait Les Dossiers de l'écran, et qui viennent, comme les anciennes 14-18, raconter leur guerre.
et qui s'engueulent copieusement parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'ils racontent. Et là, vous avez tout d'un coup un second degré qui intervient. C'est-à-dire les gens qu'on regardait jusqu'alors comme des héros deviennent un objet de dérision. Vous voyez? Et puis ça ira jusqu'à un film d'un cinéaste très remarquable qui s'appelle Jacques Audiard, qui a qui a fait un film qui s'appelle Un héros très discret. Ça, c'est la fin des années 90, et c'est l'histoire d'un imposteur qui fait croire qu'il a été résistant et qui fait carrière après-guerre grâce à ça. Vous voyez comment on est passé de la bataille du rail à la dénonciation de l'imposture des résistants. Donc cette mémoire-là, ça n'a jamais été une mémoire tranquille, c'est une mémoire qui, d'une certaine manière, a toujours dû se défendre. Et quand j'ai fait ma thèse, j'ai rencontré beaucoup d'anciens résistants qui étaient encore en vie, et ce qui m'a frappé, c'est que contrairement à ce qu'on dit souvent, ils n'étaient pas très bavards. Pour obtenir d'eux qu'ils me parlent, il fallait que je leur montre que j'étais compétent sur le champ, et ça demande du temps. Il fallait d'une certaine manière que je les apprivoise, que je les convainque de l'intérêt de la recherche que je menais, qui peut-être permettrait de faire des livres ensuite, etc. Et au bout de ce long travail, ils acceptaient de me livrer un certain nombre de choses, pas toutes. Les résistants entre eux discutaient de choses dont ils ne discutaient jamais hors du cercle qu'ils formaient. Comme les déportés. Les déportés, dont on a dit qu'ils avaient beaucoup témoigné, ils ont beaucoup témoigné, mais à peu près toujours sur les mêmes choses. C'est-à-dire la dureté de la vie au camp, ce qui était évident. Les processus de sélection pour les centres de mise à mort, tout ça a été décrit. Mais comment est-ce qu'on vivait intimement au jour le jour quand on était déporté? Ça, il y a très très peu de choses là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Parce qu'il y a des gens qui ont eu la chance de fréquenter ces cercles de déportés. Et je pense à un homme dont je vous cite un livre que vous pourrez aller lire, qui est remarquable. C'est François Maspero, M-A-S-P-E-R-O. François Maspero a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Les abeilles et la guêpe ». Vous pouvez lire le premier chapitre, vous lisez tout ce que vous voulez, mais je veux dire, si vous voulez, vous n'avez pas beaucoup de temps et vous disiez qu'est-ce que je dois lire, le chapitre 1. Et ce qu'on a écrit de plus intelligent, de plus fin, de plus sensible à mes yeux sur la déportation. Parce qu'il se trouve que Maspero avait 13 ans quand son père et sa mère ont été arrêtés pour fait de résistance. Ils ont été déportés, son père est mort en camp, sa mère est rentrée. Et il réfléchit dans le premier chapitre à qu'est-ce que je sais moi, François Maspero, de la résistance de mon père. Vous verrez la réponse dans son livre, c'est assez intéressant. Et puis surtout, il parle de la déportation. Et en lisant ce chapitre premier, je me dis, mais c'est incroyable, il a une connaissance intime de la déportation. Vous savez pourquoi? Parce que quand sa mère est revenue de camp, elle se fréquentait beaucoup avec d'autres déportés de Ravensbrück. Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon et Anis Postel-Vinet. Et elles se rencontraient assez souvent. Et elles laissaient participer à leurs réunions aux témoins muets ce jeune adolescent qui était François Maspero. Autrement dit, les Anglais diraient comme une mouche sur un mur. Nous, une petite souris dans une pièce, sans faire de bruit, François Maspero s'est imprégné du récit de toutes ces déportées. Et du coup, dans le premier chapitre des abeilles et la guêpe, il nous fait pénétrer dans l'intimité de ce qu'était cette déportation. Mais parce qu'il a été un témoin privilégié. Vous comprenez? Autrement dit, la mémoire des déportés, comme la mémoire des résistants, c'est une mémoire qu'on a célébrée. Publiquement, il y a eu des cérémonies, etc., bien entendu. Mais c'est une mémoire qui a toujours eu beaucoup de mal à faire son chemin. Comme la mémoire des prisonniers de guerre. 1 500 000 Français prisonniers de guerre, on pourrait dire, mais ceux-là, quand ils rentrent, ils vont parler. Non, parce qu'on ne les écoute pas, ils sont inaudibles. Ils représentent le plus grand désastre militaire de notre histoire. On ne les écoutera pas, vous comprenez? Et alors, ils vont en parler à qui? À leurs camarades de chambrée. Vous voyez, c'est intéressant, la mémoire, souvent, ça fonctionne bien en cercle clos. Je vais vous donner un dernier exemple, pas être trop long. Là, pendant qu'on fait cette conférence, une mémoire se forme entre nous. Et elle est très singulière. Parce que seuls ceux qui ont participé à cette réunion sauront ce qui s'est passé. Sauf que, vous qui êtes au premier rang, vous n'aurez pas la même mémoire que vous qui êtes au dernier rang.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on vous dit qui font tilt et d'autres qui vous laissent froid, comme la banquise. Et ce ne sont pas les mêmes choses qui touchent X, Y ou Z. Autrement dit, avec la meilleure bonne foi du monde, si on vous demande dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, vous avez assisté à une conférence. Et il y en a qui ne sauront même pas qu'ils ont assisté, elle ne leur a fait aucun effet. Il y en a qui vaguement se souviendront qu'il y avait 2 orateurs, mais ils ne sauront pas qui c'était. Et puis il y en a qui se diront, ce jour-là, ceci a été dit, qui était anecdotique, et qui pour moi a eu une grande importance. Tous les gens qui enseignent savent ça. Quand vous enseignez et que vous commencez à enseigner, vous croyez que tout ce que vous dites est très important. Et puis au fur et à mesure des années, vous vous rendez compte que si un étudiant sort de 3 heures de cours avec un mot ou une idée, vous avez rempli votre contrat. Mais ça ne se produit pas toujours. Et le plus miraculeux, c'est que souvent, ce qui les retient de ce que vous avez dit, c'est quelque chose qui pour vous n'avait strictement aucune importance, mais qui a fait écho à sa propre vie, et qui souvent a une certaine importance dans son développement ultérieur. Mais j'ai envie de dire, la mémoire de la résistance, elle n'échappe pas à ça. Elle n'échappe pas à ce phénomène de filtrage qui intervient constamment. Autrement dit, la mémoire, ce n'est pas un processus chimiquement pur. Souvent, quand on est historien, on croit ça naïvement. On se dit, si je fais bien mon boulot, je vais restituer une mémoire intacte, pure. Mais pas du tout. Elle est polluée par quantité de choses. Je donnerai un dernier exemple. Quand j'interrogeais des résistants qui n'avaient pas été arrêtés, ils me parlaient de leur résistance. Quand j'interrogeais des résistants qui avaient été déportés, ils me parlaient de leur déportation et très peu de leur résistance. Pourquoi? Parce que la déportation faisait écran par rapport à la résistance. Parce que c'est ce qui avait été le plus déterminant pour eux. Et du coup, la résistance, elle s'effaçait dans les labs. Voilà, excusez-moi, je sais pas. Merci pour cette réponse très enrichissante. Et pour continuer sur le sujet des résistances lyonnaises, du coup, à Lyon, les lieux de mémoire, ils sont nombreux. Le centre d'histoire et de déportation, la prison Montluc, la maison du docteur Dugoujon. Et donc la question, ce serait, quel est le rôle de la ville de Lyon dans le travail de mémoire autour de la résistance lyonnaise? Existe-t-il des facteurs qui favorisent cette sensibilisation? La ville de Lyon, en tant qu'institution, elle n'est dépositaire, gestionnaire que d'un seul de ces lieux, c'est le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. La prison de Montluc est gérée par l'ONAC, qui est un opérateur du ministère des Armées, et la maison du docteur Dugoujon par la ville de Caluire. Des questions, désolé. C'était, quel est le rôle de la ville de Lyon dans le travail de mémoire autour de la résistance lyonnaise? Le principal rôle, c'est un peu cynique ce que je veux dire, mais c'est qu'il finance un musée, et ce qui ne coûte pas tout à fait rien. Juste à titre d'ordre de grandeur, un musée comme le mien, ça coûte à peu près 1 500 000 € par an. Donc c'est un vrai choix politique que de l'avoir créé d'une part, et puis de continuer à le faire vivre, et d'y mettre du personnel, et de payer des fluides, et de payer des expositions qui sont onéreuses. Donc c'est de fait un acte politique, comme ce serait un acte politique d'arrêter de le financer d'ailleurs. Est-ce que c'est le seul biais par lequel la mémoire se vit à Lyon? Non, bien sûr. Il existe... ce serait intéressant d'aller voir à l'étranger, mais en France, dans toute municipalité qui se respecte, il y a un adjoint au maire en charge de la mémoire. Est-ce que c'est le cas en Grande-Bretagne, par exemple, Laurent? J'en sais rien. Mais voilà, ça veut dire que la mémoire, c'est une dimension politique, y compris de la gestion d'une ville. Que ce soit le cas à l'échelle de l'État, ça paraît normal, mais pour une ville, c'est une délégation, comme on dit. Le maire donne délégation à un adjoint qui a une politique à mener. Alors ça va de la subvention aux associations d'anciens combattants, à l'organisation de cérémonies. Et la façon dont on organise les cérémonies, c'est aussi un sujet de réflexion assez intense, parce que pendant très longtemps, c'était quelque chose de très normé, qui avait été un peu fixé après la Première Guerre mondiale, très solennel, très académique. On voit bien que ça ne correspond plus aux attentes du public d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui correspond aux attentes du public? Je crois que
beaucoup de villes s'interrogent. Je ne sais pas qui va encore le 27 juillet devant le veilleur de pierre à la cérémonie d'hommage aux 5 résistants qui ont été fusillés là le 27 juillet 44. Enfin, c'est pas quelque chose de très couru. Donc voilà, le rôle de la ville, il est au sens noble du terme politique, dans l'organisation à la fois des cérémonies, de la gestion du CHRD et aussi par exemple dans les dénominations de rues, de places, etc. Oui, enfin, vous posez la question alors qu'on est dans l'université Jean Moulin. Mais c'est pas le choix du nom d'une université, c'est tout sauf neutre. Par exemple, à Strasbourg, l'université Marc Bloch. C'est un choix très fort. N'oubliez pas que la ville de Lyon est médaillée de la Résistance. Elle fait partie des rares collectivités qui ont décerné cet honneur. Elle n'est pas compagnon de la Libération. Ce qu'est la ville de Grenoble, et beaucoup de Lyonnais, je trouve que c'est navrant. Je trouve que finalement Lyon c'eût été mieux. Mais le général de Gaulle, tout en ayant bien déclaré le 14 septembre 1944 que ça avait été la capitale de la Résistance, on pourra peut-être revenir sur ce point, c'est pas totalement vrai, mais c'est quand même fondamentalement juste, n'a pas donné la croix de la Libération à Lyon alors qu'il l'a donnée à Grenoble ou au Vation en Vercors. Bon. Il y a le fait du prince, d'une certaine manière, Lyon aurait pu avoir la croix, elle ne l'a pas eu, mais elle est médaillée de la Résistance. Alors, ça rejoint ce que je vous disais antérieurement. Isabelle a très bien dit, il y a une politique publique. Quand le maire de Lyon de l'époque, Michel Noir, décide après le procès de Klaus Barbie de transformer le petit musée très confidentiel, et je ne dis pas ça en mauvaise part, c'était bien qu'ils aient fait ça, mais c'était vraiment pour les initiés, il y avait 3 pelins tendus qui visitaient ce musée. Il décide au contraire de transformer ça en un grand musée. Et il ne l'installe pas n'importe où, il l'installe dans l'ancienne école de santé, service de santé des armées, avenue Berthelot, c'est-à-dire au siège du CIPO-SD, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément la Gestapo. Donc, il y a une symbolique très forte. Et il crée un centre d'histoire de la résistance et de la déportation auquel il donne des moyens, parce que ça coûte cher, Isabelle l'a rappelé. Et il fait en sorte qu'il y ait chaque année, en tout cas tout sera fait pour, des dizaines de milliers de visiteurs. Bon, donc c'est une politique publique puissante. Par ailleurs, le veilleur de pierre, c'est aussi une politique publique, c'est-à-dire Place Bellecour, là où on a fusillé comme des chiens, il n'y a pas d'autre mot, 5 résistants. On aurait pu mettre une petite stèle, on a mis le veilleur de pierre. Et dans la mémoire lyonnaise, c'est important. Mais en même temps, c'est complexe parce que ça renvoie à ce que je disais de la mémoire de la résistance. Si vous vous promenez à Lyon avec un œil un peu acéré, la résistance est partout présente. Vous allez prendre les quais de Saône, c'est beau les quais de Saône, et vous vous baladez le long des quais de Saône, ben vous verrez une plaque en l'honneur de Berthier Albrecht. Alors Berthier Albrecht, c'est une des 6 femmes compagnons de la Libération. Elle a pour l'essentiel mené sa résistance à Lyon et en Saône-et-Loire. Elle a eu une attitude absolument héroïque, puisqu'elle a cofondé ce qu'on appelait le mouvement Combat, et puis elle a été arrêtée. Elle a simulé la folie, elle l'a si bien simulée qu'on l'a enfermée au Vinatier. Et au Vinatier, ses copains de combat sont venus et l'ont fait évader. Mais ça l'avait fragilisée. Quand vous mimez la folie, ça laisse des traces. Donc elle sort de cette prison qui était l'hôpital psychiatrique du Vinatier, et elle dit à ses copains, je reprends ma place au combat. Ils disent, bon d'accord, mais t'es fragile, etc. Elle dit, non, je veux le faire, mais si jamais je suis arrêté, je ne supporterai pas une deuxième fois une épreuve pareille. Effectivement, elle est arrêtée en 1943, elle se suicidera à Fresnes. Donc vous voyez cette petite plaque sur les quais de Saône. J'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est complexe, parce que si vous ne savez pas qui est Berthier Albrecht, vous ne verrez pas la plaque. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre œil va passer là-dessus. Et si vous vous promenez à Lyon, à la Croix-Rousse et ailleurs, en faisant un peu attention, mais vous verrez partout ces traces. Parce que la résistance a été absolument partout. De ce point de vue-là, le CHRD fait un travail remarquable parce qu'ils font des visites guidées. Avec des experts, vous vous baladez et vous voyez ce qui vous crève les yeux, mais que vous ne voyez pas quand vous vous baladez dans Lyon, que vous soyez lyonnais ou pas d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est complexe. Alors, vous avez posé, Isabelle, la question de la mémoire en Grande-Bretagne. C'est très, très différent. Moi, j'ai passé 2 années pleines à Oxford.
Alors à Oxford, il n'y a pas de traces de la Deuxième Guerre mondiale quasiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des traces plutôt du XIIIe siècle. On cultive l'histoire très longue. Mais ça m'a amusé parce que du coup, moi j'ai fait beaucoup de recherches quand j'étais là-bas sur le rôle d'Oxford ou de Cambridge dans l'effort de guerre britannique. Et c'est un rôle crucial. Parce que quand ils ont dû monter tous leurs services spéciaux, services secrets, ils ont fait appel à qui? À la crème des universitaires d'Oxford et de Cambridge. Ils ont sollicité des archéologues, des philosophes, des philologues. Pourquoi? Parce qu'en Grande-Bretagne, les services secrets, c'est pas sale. C'est très noble. En France, c'est des barbouzes. Il y a toujours eu entre l'université et les services spéciaux des liens assez distendus. Là-bas, c'est au contraire, quand on veut recruter la fine fleur de la pensée, on va dans les universités, on les recrute. Donc il devrait y avoir partout à Oxford des plaques, il n'y en a nulle part. Par contre, il y a partout des plaques à Londres en l'honneur des héros et héroïnes du SOE, Special Operations Executive, service créé par Churchill en juillet 40. Et c'est incroyable comme on rend hommage en Grande-Bretagne à ces gens-là. On est très très loin de nous derrière. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont l'émanation d'un peuple en lutte. Le peuple britannique dans son ensemble a participé à l'effort de guerre. Dans la France de Vichy, ce n'était pas exactement le cas. Donc vous voyez comment nous, on a une mémoire torturée, là où eux ont une mémoire glorieuse. Mais qui ne portent pas en bandoulière, ils ne s'en vantent pas matin, midi et soir, simplement, ils sont réunis, communis ensemble dans ce qu'ils ont réussi d'assez beau, c'est-à-dire résister seuls face au Troisième Reich. Vous voyez? Et du coup, ça ne leur pose pas de problème particulier. Mais allez à Londres, baladez-vous un peu et vous verrez partout des traces du SOI, c'est fascinant. Et vous savez qu'en France, le SOI a envoyé des agents. Qui les commémore? Les Britanniques, figurez-vous. Ils viennent ici en France et ils font de magnifiques cérémonies où il y a quelques Français, mais il y a surtout beaucoup de Britanniques qui viennent communier dans la mémoire de leurs propres héros. Vous voyez, c'est quand même tout à fait étonnant. Et puis, il y a à Londres, un endroit que vous pourrez éventuellement aller voir si vous voulez, c'est le club des Special Forces, le club des forces spéciales. Et alors, c'est dans une maison qui ressemble à toutes les autres, dans Belgrave Square, c'est un magnifique endroit, le plus riche de Londres. Et là, vous entrez dans cette petite maison et il y a un escalier intérieur qui mène à ce qui est un lounge, toujours, où vous allez boire du whisky en fût, etc. Et là, vous montez, et le long de l'escalier, il y a tous leurs héros en photo. Vous voyez, c'est ça qui est très étonnant. En France, l'équivalent, ça serait le musée de l'Ordre de la Libération. Si vous voulez faire un tour dans ce musée qui est près des Invalides, vous verrez, les 1036 compagnons de la Libération sont célébrés à leur manière, mais il n'y a pas cet élan unanime qu'on trouve en Grande-Bretagne. Et puis, dernier point, Lyon, c'est particulier. Moi, j'y suis né à Lyon et j'ai beaucoup de famille. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a à la fois la mémoire publique, puis il y a la mémoire familiale privée. Et dans la mémoire familiale privée, la résistance joue un très grand rôle. Quand on a une famille qui, de près ou de loin, a eu des accointances avec la résistance. Ce qui, statistiquement, n'est pas le cas le plus général. Parce qu'on reviendra peut-être sur cette question épineuse de combien il y avait de résistants. C'est une vraie question, donc à Lyon, par exemple. C'est pas simple. Au début 40, j'ai envie de dire, la résistance est ultra minoritaire. Quand je dis ultra minoritaire, c'est que littéralement, quand on les étudie en 40, on peut à Lyon les compter sur les doigts d'une main. On peut dire, voilà, là, dans ce noyau, il y a 5 personnes, on les identifie, etc. Elle est ultra minoritaire, elle est marginale, parce qu'il y a le régime de Vichy, que le maréchal Pétain a un immense prestige. Vous mettez maintenant en 44, elle est toujours minoritaire. C'est un phénomène qui n'a jamais été majoritaire. Mais elle est supportée, soutenue par l'ensemble de la société quasiment. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'il y a une évolution très profonde du regard que l'opinion porte sur la résistance. Mais combien y a-t-il de résistants? Mais il y en a peu. Je ne vous donnerai pas de chiffres, ou si vous voulez qu'on affine, on pourra le faire. Mais au fond, c'est un phénomène d'élite. La résistance, c'est vraiment un phénomène d'élite. Vous savez que les Grecs anciens disaient Aristoi. Aristoi, en grec ancien, c'est les meilleurs.
Ben, j'ai envie de dire, la résistance, c'est une sorte d'aristocratie. Alors, dans cette aristocratie, il y a des ouvriers typographes. Je ne dis pas que c'est des gens qui viennent de l'aristocratie au sens classique du terme. Ça forme une aristocratie de gens venus d'horizons extrêmement différents, socialement, idéologiquement, politiquement, religieusement, mais ils forment une sorte de famille. Voilà. Ok, donc du coup, là, merci déjà beaucoup pour votre réponse. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'instrumentalisation politique des mémoires, et on aimerait savoir du coup... De la politique des mémoires, je De la vais pas politique. Ah, pardon. Du coup, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette instrumentalisation politique des mémoires, s'il vous plaît? Instrumentalisation, ça suppose qu'il y ait des intentions plus ou moins cachées. Il y a des politiques mémorielles, il y a même des organismes qui sont chargés de ça. Je parlais de l'Office national des anciens combattants tout à l'heure, qui gère la prison de Montluc, mais qui aussi diffuse des expositions, etc. C'est une politique publique comme la santé ou l'éducation, pas tout à fait avec les mêmes moyens. C'est assez normal aussi. L'instrumentalisation, c'est que déjà la résistance, c'est de la politique, c'est pas autre chose. On parlait des différents mouvements. Il y a une ambiance parfois plus que rugueuse entre ces mouvements et entre les animateurs de ces mouvements. Et Laurent en parlera beaucoup mieux que moi dans 30 secondes. C'est de la politique, c'est profondément de la politique, la résistance. Parce que le projet, c'est de libérer le territoire, évidemment. Et derrière ça, c'est aussi de remettre en route une société démocratique avec toutes les options ouvertes qu'on peut imaginer à l'époque. Alors, l'instrumentalisation de la mémoire, pendant très longtemps, les associations d'anciens résistants, notamment, oui, c'était des gens qui étaient écoutés. Je ne parlerai pas de lobby, mais enfin, c'était pour un maire, c'était bien de ne pas les avoir à dos. Parce que c'était souvent des gens qui avaient pignon sur rue, qui souvent eux-mêmes faisaient de la politique d'ailleurs. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'ils ne sont plus là. Pour autant, oui, c'est un véritable enjeu, la mémoire, ne serait-ce qu'en référence pour certains partis politiques. Ce qu'on renvoie souvent au RN, c'est ses origines douteuses. Je vais laisser peut-être Laurent parler des rivalités entre résistants. Parce que voilà, il n'y a pas la résistance et la politique. En fait, la politique, elle est consubstantielle à la résistance. Oui. Alors, je souscris totalement à ce qu'a dit Isabelle. Il faut vraiment faire une distinction forte entre les politiques publiques de mémoire, qui ne sont pas une instrumentalisation, c'est une manière de porter sur la place publique une mémoire. Par exemple, quand Georges Bidault, en 1946, qui a été le deuxième président du Conseil national de la résistance, fait à Béziers une allocution devant les notables, pas seulement du coin, sur Jean Moulin, son prédécesseur, voilà une politique publique. En 1948, on fera la même chose, etc. Je pourrais donner quantité d'exemples de ça. Ça, c'est où la panthéonisation de Jean Moulin, le 19 décembre 1964, c'est typiquement l'expression d'une politique publique. Alors en même temps, c'est là que ça devient complexe, la panthéonisation de Jean Moulin a souvent été vue comme un usage politique par le général de Gaulle de la mémoire de Moulin. Parce que vous avez peut-être en tête le discours d'André Malraux le 19 décembre 1964. Beaucoup d'observateurs ont dit, voilà un hommage extraordinaire à Moulin et au général de Gaulle. Parce qu'enfin, le discours, je ne sais pas, vous pourrez le relire, c'est fascinant. Il y a une adresse dans un discours, surtout quand c'est public. On commence par Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les préfets. Non, il y a un ordre protocolaire. Et on énumère tout ça. Et on ne se trompe pas. C'est important de dire qui est important, qui l'est moins, etc. Le discours de Malraux, son adresse, c'est Monsieur le Président de la République. Personne d'autre. On est sur un Olympe où il n'y a que le Président de la République, qui se trouvait être Charles de Gaulle.
l'ancien patron de Moulins qu'on fait entrer au Panthéon. Donc évidemment, les gens disent, mais c'est incroyable. Et puis ensuite, dans le discours de Moulins, qui est de Malraux, qu'est-ce qu'il y a? Le général de Gaulle fait telle et telle chose. C'est-à-dire, il raconte l'histoire de cette période devant le principal acteur qui écoute. Donc, il y a évidemment une instrumentalisation politique. Mais j'ai envie de dire, ça c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement qu'on ait célébré indirectement le général de Gaulle le 19 décembre 1964. Ce qui compte, c'est que là on a une politique publique qui a parfaitement réussi. Pourquoi? Mais parce que jusqu'au 19 décembre 1964, Jean Moulin, il est un résistant parmi d'autres. Sa mémoire, elle n'est pas plus... elle n'a pas une notoriété plus forte que celle de Pierre Brossolette, de Bertie Albrecht. Je parle des morts glorieux. Jacques Bingen, Jean Cavaillès, pour en citer quelques autres. Bon. C'est du même niveau. Haut niveau, mais même niveau. Ils sont nombreux. Et qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre 1964? Ben, la messe est dite. Il n'y en a plus qu'un. Et ce seul qui va rester dans la mémoire collective, c'est Moulin. Et quand aujourd'hui je dis Moulin, il n'y a pas besoin d'être érudit. La plupart des gens devant qui je prononce le nom de Jean Moulin disent « Ah oui, la résistance ». Il est devenu le héros éponyme de la résistance grâce à la panthéonisation. Et vous voyez, ça c'est miraculeux. Parce que souvent, quand on met quelqu'un au Panthéon, on l'enterre une deuxième fois et pour de bon. On oublie complètement. Je vous mets au défi de me donner plus de 5 noms de panthéonisés. Tous autant que vous êtes ici, on peut faire l'exercice, vous aurez du mal. Mais le nom de Moulin, vous le connaîtrez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un succès éclatant d'une politique publique. Mais en même temps, je vous renvoie au discours de Moulin, de Malraux. Regardez-le, lisez-le. Alors, si vous n'avez pas le temps de le lire, écoutez-le, c'est quand même très beau comme scansion. Je vous mets au défi, en écoutant, en lisant ce discours, de reconstituer la biographie de Jean Moulin. Il n'y a rien. Ça commence avec sa mission, janvier 42. On saura qu'il est préfet, parce qu'il va dire préfet à un moment. Mais d'habitude, quand on panthéonise quelqu'un, on dit, ben voilà, il est né là, il a fait ci, il a fait ça, il était licencié en droit. Rien. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours? Il y a une évocation très subtile, très belle, très impressionniste au sens pictural du terme de ce qu'a été l'armée des ombres. Et il y a un tour de passe-passe extraordinaire de Malraux. Il ne célèbre pas un héros au-dessus, c'est un héros au sens de la mythologie grecque, le demi-dieu, celui qui se hisse à un niveau que le commun des mortels n'atteint pas. C'est beau un héros, mais c'est très loin de nous. Or lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de Moulin un homme ordinaire, qui par son courage s'est élevé. C'est exactement la définition du héros de l'Antiquité grecque. Et vous savez ce qu'il dit dans son discours? Entre ici, vous connaissez tout ça, avec ton terrible cortège, avec la dernière femme tombée à Ravensbrück pour avoir hébergé l'un des nôtres. C'est-à-dire que ce n'est pas Moulin qui entre au Panthéon, c'est l'armée des ombres. Et ça, c'est génial, parce que du coup, la politique publique va obtenir un succès vraiment inespéré, y compris de ses propres acteurs. Alors, je ne veux pas faire trop long, mais si vous vous intéressez un peu à André Malraux, vous saurez qu'au moment où il fait ce discours, il est au fond du trou. Au fond du trou, je veux dire, il n'a plus aucune inspiration. Ça fait plusieurs années qu'il n'a rien écrit qui tienne la route. Il est gravement, il s'adonne gravement à la drogue. Il est profondément dépressif. Mais le général de Gaulle lui a donné carte blanche pour ce discours. Et c'est un discours qui, du coup, est quasi hallucinatoire. C'est un discours qui est très très puissant parce que justement, il n'est pas dans la reconstitution méticuleuse des faits. Il restitue une atmosphère. Avec à la fin du discours, vous l'avez peut-être en tête, ce chant des partisans qui s'élève, qui fait que tous les gens qui ont écouté ce discours, et même quand on l'écoute encore aujourd'hui, ont quand même la chair de poule. C'est très très puissant comme évocation. Mais c'est une oraison funèbre particulière. Ça, c'est une politique publique qui a mi-chemin entre politique et instrumentalisation politique. Maintenant, ce qu'a dit Isabelle, c'est sûr. Il y a eu un usage politique de l'histoire, une instrumentalisation. Le Parti communiste français s'est intitulé à la Libération le parti des 75 000 fusillés. Il n'y a pas eu 75 000 fusillés en France. Il y en a eu à peu près le tiers, ce qui est déjà énorme. Donc c'est faux.
ça fait rien, ça lui a servi en quelque sorte de passeport dans la vie publique et idéologique. Ça voulait dire quoi? Peu importe le chiffre, ça voulait dire nous avons été à l'avant-garde de la résistance. C'était une instrumentalisation politique, avec ces héros qu'il poussait en avant. Guy Moquet, qui avait encore Daniel Casanova, enfin il avait ces héros qu'il célébrait, Jean-Pierre Timbaud, etc. Les gaullistes n'étaient pas en reste. Ils ont célébré Jean Moulin, pour prendre cet exemple, loyal Jean Moulin, loyal au général de Gaulle, émissaire de Gaulle en France, et puis ils en ont célébré d'autres. La SFIO, les partis socialistes, a célébré Pierre Brossolette. Les démocrates chrétiens, ils ont eu aussi leurs héros. En d'autres termes, chaque famille politique ou idéologique a eu ses propres héros. Mais on ne les mélangeait pas. Les gaullistes ne célébraient pas Guy Moquet, sûrement pas. Alors quand est-ce qu'on s'est mis à mélanger tout ça allègrement? Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui lui s'est emparé de la dernière lettre de Guy Moquet et qui a dit on va la faire lire aux... Alors ça c'était renversant parce que là tout d'un coup il y avait un brouillage des cartes. Normalement Guy Moquet il appartenait aux communistes, on les laissait commémorer en paix et on commémorait les siens. Et là tout d'un coup il y a un brouillage qui intervient avec Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est que l'instrumentalisation politique, c'est très difficile à manier. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un pays, il y a des convulsions, il y a des périodes de grands troubles. J'en donne un seul exemple, la guerre d'indépendance algérienne, ou guerre d'Algérie, si vous préférez. Alors là, on voit une chose fascinante. Les camarades d'hier se retrouvent dans des camps opposés. Vous comprenez ce que je vous dis? Et notamment l'armée, on n'y pense pas, parce qu'on se dit, ben, l'armée, elle obéit comme un seul homme à ses chefs. Pas du tout. Au plus haut niveau de l'armée en Algérie, pendant la bataille d'Alger, 1957, vous avez des gens qui vont s'opposer, des officiers généraux, qui vont s'opposer les uns, disant, ben, il faut utiliser tous les moyens, y compris faire parler les gens qu'on arrête, y compris par la torture si nécessaire, et d'autres en face qui diront, jamais. Les gens qu'on trouve face à face sont étonnamment, je prends un exemple qui peut-être vous connaîtrez, le général Massu. Le général Massu, qu'on identifie souvent, pas à tort, à la torture en Algérie. Et en face de lui, là, un général qui s'appelle Paris de Belardière. Ils sont tous les deux compagnons de la libération de 1941. C'est-à-dire ils font partie de l'élite des compagnons, les gens à qui on a donné la croix des 41 pour action exceptionnelle. Et bien, ils se retrouvent dans le même bureau en janvier 57, et Belardière dit à Massu, qui est son vieux copain, qui tutoie, ils ont été camarades de combat, « Je te méprise, et jamais je n'exécuterai tes ordres. » Et il part. Et il est rappelé à Paris, il est mis à pied, etc. Et j'aurais pu prendre plein d'autres exemples pour la guerre d'Algérie. Ils se retrouvent dans des camps différents. Et là, ça compte de ne pas être dans le même camp, à ce moment-là. L'un des chefs de l'organisation de l'armée secrète, c'est-à-dire des ultras de l'Algérie française, vous aurez noté le nom qu'a pris cette organisation. Organisation de l'armée secrète, c'est une référence directe à l'armée secrète du temps de la résistance. L'un des chefs politiques de l'OS, c'est Georges Bidault, qui a été, j'ai dit tout à l'heure, le deuxième président du Conseil national de la résistance. Successeur de Moulin. Il va être jugé, condamné sur injonction du général de Gaulle pour trahison et ne rentrera en France amnistié qu'en 1968. Il est compagnon de la libération. Vous comprenez? Donc là, c'est intéressant, vous voyez qu'ils ne sont pas comme un seul homme suivant la même trajectoire de 1945 à nos jours, ils se divisent. Alors, vous avez dit, Isabelle, il y a eu des associations d'anciens résistants. Je dirais que là, pour le coup, elles se sont vraiment affrontées durement. Il y a eu la Fédération nationale d'internés et déportés de la résistance, gaulliste, et il y a eu, avec le même sigle, on a ajouté patriotes, c'était les communistes. Et ils avaient chacun leur journal, et je peux vous dire qu'ils ne célébraient pas exactement la même chose. Et ils étaient comme chien et chat, c'est-à-dire qu'ils surveillaient le journal de l'autre, ils portaient des attaques, si vous lisez aujourd'hui, vous verrez ça.
ils étaient pourtant d'authentiques résistants les uns les autres. Mais ils n'étaient pas... La guerre froide était survenue, enfin, je ne vais pas vous faire un long cours d'histoire là-dessus, mais il se trouve qu'ils étaient sur des positions parfaitement antinomiques. Le général de Gaulle, qui était le chef incontesté de la France combattante, il a quand même été traité de fasciste par le Parti communiste français en 1947 quand il a fondé le RPF. Fasciste, rien que ça. Vous voyez, autrement dit, les associations, ce n'était pas si simple. Je terminerai pour ne pas être trop long. Vous dites, est-ce qu'il y a des instrumentalisations politiques de la mémoire? Le CNR, Conseil national de la résistance, créé le 27 mai 1943 à l'instigation de Jean Moulin. Il a été cité par Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat, pas une fois, à de très nombreuses reprises. Il a été cité par Nicolas Sarkozy dans la primaire de la droite en 2016. Il a été cité à de multiples reprises par le président Macron, y compris là avec le Conseil national de la refondation, dont le président Macron dit « Ben oui, je prends le sigle parce que ça rappelle le CNR ». Pourquoi rappeler le CNR qui est une vieille lune? Il y a longtemps que le CNR n'existe plus. Ben, il faut croire parce que ça a un très fort écho dans l'opinion. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ressusciter un vieux fantôme et, si possible, de prendre appui sur ce vieux fantôme pour la ligne politique qu'on entend suivre. Et j'aurais pu prendre d'autres exemples. J'ai pris Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Bizarrement, par exemple, François Hollande, on n'a quasiment jamais parlé. Donc c'est pas vrai que tous les présidents utilisent ce précédent. Mais la tentation est forte de le faire. J'aimerais revenir du coup sur ce que vous disiez sur la multiplicité des témoignages. Et donc, on sait que le récit des résistants lyonnais diverge selon leur expérience. Et on peut se poser donc la question de l'existence d'une concurrence mémorielle. Et donc, est-il possible de concilier la multiplicité des témoignages sans leur retirer leur légitimité? Isabelle, parce que vous en avez beaucoup des témoignages. Oui, on en conserve beaucoup sous forme audiovisuelle, 655. Un petit défi à conserver, mais ça c'est un autre sujet. Ce sont des sources, en fait. Croiser ces sources quand on fait de l'histoire, c'est ce qu'on apprend dès la première année. On a de bons profs, même quand on n'en a pas. C'est pas la vérité. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment c'est un statut particulier. C'était surtout compliqué. Je parle toujours de ma hauteur d'institutions culturelles. Pendant très longtemps, on a organisé des rencontres entre d'anciens résistants, des témoins de la période, et des scolaires. Bien évidemment que nos anciens, ils racontaient leur histoire, qui parfois, à force de leur raconter, c'était un peu agrémenté de l'histoire du voisin, en toute bonne foi, ou qui, au contraire, s'était figé dans un truc standardisé qui ressortait à chaque classe. Et bien sûr que ce n'était pas la vérité historique. Par contre, aller faire comprendre à un élève de 3e que le monsieur qui dit qu'il a vu Jean Moulin, qui de fait a vraiment connu la guerre, et ben, ce qu'il raconte, c'est pas forcément les choses telles que le prof va les dire. C'est assez compliqué parce que y a cette force un peu du dernier résistant vivant. Concilier ces points de vue, non, il faut juste se rendre compte que ce sont des points de vue différents. C'est-à-dire que, comme Laurent le disait, que l'expérience de réception de l'échange qu'on a entre vous sera différent. L'expérience de l'événement, elle est différente. Plus la façon dont on le raconte, on prend pour ce que c'est. C'est pas... certes, ils sont parfois contradictoires, mais on arrive en général à les concilier. Il faut juste être bien au clair sur le statut qu'on leur donne. Alors, dans votre question, là aussi, je ferai une distinction très forte entre les contradictions qu'il y a entre des témoignages et les concurrences. Ce n'est pas la même chose. Il y a des témoignages qui sont donnés avec la sincérité la plus totale,
et qui comportent des erreurs ou des inexactitudes. Le rôle qu'on a, c'est pas pendant que la personne témoigne de dire « Top, on arrête, ça c'est faux, on va rétablir ». Reprenons nom, prénom, âge et qualité, vous voyez, comme on ferait dans un commissariat ou devant un juge d'instruction, c'est pas possible. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça. Donc on laisse le témoignage se dérouler, et puis en même temps, sur le moment ou après, en y réfléchissant à tête reposée, on se dit, ben non, ça c'est pas possible pour telle ou telle raison, ou il faut que je creuse, ou que j'aille aux archives, et vous finissiez par avoir le fin mot de l'histoire en général. D'accord? Donc, qu'il y ait des contradictions, des incohérences dans les témoignages, mais j'ai envie de vous dire, nos mémoires ne sont faites que de ça. Nos mémoires, la vôtre, la mienne. Alors c'est des contradictions, c'est des oublis, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse des processus de refoulement. Quand on me demande de retracer ma carrière, figurez-vous que je retrace souvent une carrière qui se déroule sans aucun accroc. Or j'ai eu des accrocs. Et est-ce que je suis malhonnête? On me demande d'aller vite, je vais vite, et je dis en gros ce qui a marché. On me dirait, c'est pas très honnête, peut-être, mais chacun reconstitue sa mémoire, se bricole avec, fait comme il peut, même en étant sincère. Bon, ça c'est une chose. Ce qui, moi, me paraît plus important, c'est que chaque témoignage est vraiment unique. C'est ça, moi, qui m'importe. C'est-à-dire, quand je suis allé voir des gens, quand je fais ma thèse sur le mouvement de Libération Sud, je suis allé voir environ 130 personnes, c'est beaucoup, ça demande de l'investissement, du temps, de la patience. Ben, franchement, j'ai eu des échecs, j'ai eu des gens qui refusaient, qui ça se passait mal, mais grosso modo, je peux dire que ces témoignages m'ont apporté quantité de choses que j'aurais jamais trouvées dans aucune archive écrite, quelle que soit sa précision méticuleuse. Donc, chaque témoignage est unique et pour une raison toute simple, on ne témoigne jamais qu'à partir de la place qu'on a occupée. Et donc, Daniel Cordier, qui a un travail de secrétariat de liaison au Port Moulin, ne peut pas apporter le même témoignage que son patron. Il n'est pas présent dans les réunions où on discute de stratégie politique. Donc Cordier peut nous dire beaucoup de choses sur les liaisons, sur la manière dont son patron vivait, sur plein de choses intéressantes, ce qu'il a fait dans Alias Caracalla. Mais il n'y a que Moulin qui pouvait raconter de son point de vue, sauf que Moulin, 8 juillet 1943, il ne racontera plus rien. Donc vous voyez, il a une mémoire éteinte, et chacun raconte à partir de la place qu'il a occupée, et des fonctions qu'il a occupées. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que chacun est dépositaire d'une parcelle de l'histoire. Et quand on a une histoire qui est très écrite, je sais pas, je veux faire l'histoire de l'université Jean Moulin. Ben, j'ai des comptes rendus de réunion, bon. Alors dans les comptes rendus de réunion, souvent on dit le conseil d'administration vote ceci, cela, et on ne dit pas qu'on s'est vertement attrapé sur tel ou tel point. Mais enfin, je peux quand même réussir à peu près à savoir ce qui s'est passé, quand, comment. Mais une histoire clandestine, chacun est vraiment dépositaire d'une parcelle et il est le seul à savoir ceci ou cela. D'accord? Donc comme dans une mosaïque, comme je reprends l'image dans un tableau impressionniste au sens de Claude Monet, par touches successives, je vais finir par voir se dessiner quelque chose qui est assez approchant de la vérité. Ce n'est pas ce qui s'est produit exactement, c'est quelque chose qui est assez fidèle. Et quand je dis chaque témoignage est unique, quand je faisais ma thèse sur Libération Sud, les gens me disaient « Vous avez vu Lucie Raymond Braque, alors vous savez tout ». Et vous voyez, c'est d'une naïveté confondante, parce que Lucie Raymond Braque ne connaissaient que ce qu'ils avaient vu. Ils avaient fait beaucoup de choses, c'était déjà important, je ne le nie pas. Mais ils n'avaient jamais été à Jean-Liaison, ils n'avaient pas vécu à Montpellier, enfin je pourrais donner 1000 exemples. Donc en fait, non, je ne savais pas tout. Je savais ce que m'avait dit Lucie Raymond Braque. Puis il fallait que j'aille voir plus de 100 autres personnes. Si j'avais pu en voir 1000, c'était encore mieux, pour essayer de diversifier les points de vue. Ce qu'a dit Isabelle sur les mémoires concurrentes, c'est très très important. Il y a d'abord une concurrence très forte à partir des années 80-90 entre la mémoire résistante et la mémoire de la déportation juive. C'est normal. Alors on dit mémoire concurrente, j'aime pas cette idée-là, parce que c'est comme s'il y avait un vainqueur. C'est absurde, c'est même, comment vous dire, c'est inapproprié. Mais on comprend que des gens dont la famille a été exterminée dès son arrivée sur la rampe d'Auschwitz, se disent que ça serait quand même une bonne chose qu'on parle de ce qu'ont vécu les nôtres. Bon.
Et on comprend que des résistants qui ont mis leur vie dans la balance disent mais alors nous on ne parle pas de nous. Vous voyez, donc c'est pas une question de jalousie, c'est pas une question de concurrence, c'est une question de trouver sa place. Et ça a nourri pas mal de tensions, hein, et ça en nourrit encore. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, la mémoire a du mal à se frayer un chemin, mais attention, la mémoire de groupe elle est puissante. Ça veut dire si j'appartiens à une association, ou pas association, enfin aux anciens du mouvement Libération, aux anciens du mouvement Combat de francs-tireurs, je forme une fratrie, une sororité, si vous préférez, peu importe, avec celles et ceux avec qui je me suis battu, on forme une famille. Et c'est une famille très puissante, parce que c'est une famille qui s'est cooptée et choisie. Quand je dis ça, peut-être vous comprenez à quoi je fais référence. Nos familles à nous, on ne les a pas choisies. La vieille tante machin, elle nous bassine. Nos parents, souvent, ils en font trop. Ou ils aiment trop machin, pas assez truc. Enfin, je ne vais pas vous faire ça, vous avez tous ça en tête. Même si je ne vous connais pas, vous l'avez en tête. Bon. Mais une famille que je me construis moi-même, c'est pas du tout ça. C'est des gens avec qui j'ai éprouvé une solidarité intense et ce sont les miens. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous renvoie à un texte admirable de René Char. René Char, le poète. Il a publié un texte magnifique qui s'appelle Les Feuillets d'hypnose. Hypnos. C'est les notes que quand il était chef de maquis dans le Vaucluse, il a prises. Et ça va d'une page entière où il écrit en prose quelque chose à une ligne, 3 mots. Il y a des pensées qui sont numérotées. Et il y a le numéro 128. Vous voyez, c'est très précis ce que je vous dis. Vous prenez les feuillets d'hypnose, vous lisez, c'est une page, pas la page, mais le numéro 128. Et il raconte, on est probable, il ne donne pas de date, il s'en fout, il ne donne pas d'endroit, mais on sait où c'est à Céreste, département de Vaucluse. Au petit matin, un village est assiégé par la milice et la SS. Et miliciens SS enserrent le village, et puis, en tenaille, font converger tous les habitants vers la place centrale. Et ils frappent aux portes, ils les défoncent le cas échéant, ils jettent une grenade d'un type qui n'est pas assez rapide dans une grange, enfin c'est brutal. Et allez hop, sur la place centrale. Et là, sur la place centrale, qui nous raconte cette histoire? René Char, le chef du maquis, il est dans le village. Et il se cache dans une maison. Et il voit toute la scène. Et il dit la chose suivante. Il y avait un jeune maçon qui revenait de relever des collets. Alors là, évidemment, en 2023, on se dit de quoi parle-t-il? Mais du braconnage. C'est-à-dire du fait qu'on n'avait pas beaucoup à manger, donc les types sont dans la campagne, posaient des collets pour y attraper des lièvres, et puis comme ça on pouvait faire un bon repas. Et le malheureux revient de son braconnage avec ses fils de fer au bout duquel il a ses lièvres, et il y a les SS et la milice. Et évidemment il a peur, et ça le désigne au cou des gens, on se met à le battre, à le tabasser. Et on lui dit, où est-il? Parle! Et René Char, qui est dans sa cachette, se dit, j'ai eu une pensée horrible, je me suis dit, pourvu qu'il l'achève avant qu'il parle. Parce qu'il va parler, il va dire où je suis. Où est-il? C'est de moi qu'on parle, moi le chef de maquis. J'ai peur. Et il dit, et puis finalement, toute cette masse de villageois qu'on avait fait converger vers la place, elle a comme paralysé les SS et la milice en allant vers eux, pas méchamment, mais en faisant pression, et ils ont abandonné, ils sont partis. Et à ce moment-là, tout le village a regardé dans la direction de la fenêtre où était le chef de maquis. Ça veut dire que tout le village savait et personne n'avait parlé. Vous voyez le silence comme préservation absolue. Ça, c'est intéressant parce que ça vous dit quoi? Ben que si René Char n'écrit pas ça, de cet événement-là, il ne restera rien. Pourquoi? Parce qu'aucun des villageois de Céreste n'a eu la médaille de la résistance pour ce fait d'armes-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est passé complètement inaperçu. Donc si lui n'avait pas eu ce talent de plume, n'avait pas voulu coucher ça par écrit, ben c'était perdu, corps et âme.
on n'en aurait aucune trace. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans la mémoire, c'est que la mémoire, elle s'exprime par bribes. Alors, quand vous êtes doté d'un capital culturel, vous pouvez écrire facilement, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Là, on parle d'une France où tout le monde n'était pas bachelier, où, on dirait, ils passaient le certificat d'études. Oui, donc ils étaient bons en calcul, en arithmétique, en grammaire simple, mais ce n'était pas pour autant des gens qui écrivaient, comme Montaigne écrit ses essais. Autrement dit, il y a tout un pan de cette histoire-là qui est resté dans la mémoire individuelle des gens. Sauf que cette mémoire n'était pas bavarde. Lisez Les années d'Annie Ernaux, où elle est un très beau livre, dans lequel elle se réfère à des propos de table de sa famille pour retracer plusieurs décennies de l'histoire de la guerre jusqu'à nos jours. Ben, vous verrez qu'il y a très peu de résistance. On en parle très peu. On parle tout à fait autre chose, des difficultés de la guerre, des congés payés, de la sécurité sociale, mais pas de la résistance. Voilà. Donc, merci pour vos réponses. Et on va du coup passer à la dernière question avant de répondre aux questions du public. Et celle-ci, du coup, ça va être comment transmettre la mémoire de Jean Moulin et du coup, de manière plus générale, celle de la résistance lyonnaise. Non, ben là, je ne sais pas si on transmet la mémoire dans mon centre d'histoire, mais c'est de transmettre des connaissances historiques. Alors, on a des moyens classiques que sont les expositions notamment, les conférences universitaires, parce que c'est bien aussi de faire partager la recherche historique au plus grand nombre, pas seulement aux étudiants. Et on a un public qui est assez friand de rencontrer des chercheurs. Et puis, quand on fait tout ça, y compris des parcours urbains, etc., on se rend compte qu'on est peut-être un peu encore à côté de la plaque. Et du coup, on se livre de plus en plus à des explorations d'autres voies. Et on entraîne parfois nos chercheurs. Et là, je pense à quelque chose qu'on a fait avec, je pense que vous connaissez l'influenceur Nota Bene. Et ben voilà, on est allé le trouver. Je dis où parce que Laurent Douzou fait partie de notre conseil scientifique. Et honnêtement, il a une très très bonne composition. On peut lui proposer des trucs qui, pour des gens de notre génération, comme voilà, c'est un peu dur d'aller vers ça des fois. Et voilà, on a fait par exemple une vidéo avec Nota Bene et Laurent Douzou. Voilà, de plus en plus, j'ai bien conscience que j'ai des enfants de votre âge, étudiants, et des fois je sens quand même qu'il y a un léger décalage, notamment sur l'usage de la vidéo par exemple. Là, nous, on va prendre des notes. C'est plus tout à fait les pratiques. Je regarde ma fille, elle est en kiné, réviser ses cours. Elle regarde les vidéos qu'elle a prises de son prof en train de manipuler. Voilà, c'est particulier, en train de manipuler un patient. Oui, son cours, voilà. Et oui, nous aussi, on explore ces pistes-là. Alors, je ne sais pas, Laurent, si vous voulez raconter notre expérience Nota Bene, mais on en fera d'autres, des trucs comme ça. Parce que les musées, tout le monde n'y va pas. Les conférences, on sent bien que notre public il est un peu âgé. Les publications, type livres, actes de colloque. Déjà, les éditeurs ne veulent plus qu'on parle d'actes de colloque parce que c'est invendable. Alors, on emballe le truc. Voilà. Oui, dans Nota Bene, ça m'a pas du tout. Je me suis pas forcé pour y aller. D'abord parce que j'ai des filles qui sont jeunes, qui me tiennent un peu à la page. Ziva, Bolos, tout ça, j'ai en tête. Donc, je suis pas complètement déconnecté. Puis j'ai eu des étudiants très 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 longtemps, et les étudiants ils parlent comme ils sont, donc moi ça me va très bien. Au fond, moi c'est pas tellement de parler d'un air compassé, avec beaucoup de façon docte, des choses qui m'importent. C'est de savoir comment on peut essayer de toucher les gens. Transmettre, j'en sais rien, parce que ça a une connotation de testament, d'héritage. Partager, échanger, au fond travailler. À quoi ça sert de passer sa vie dans les archives ou à rencontrer des gens, si ce n'est
à essayer ensuite de dire aux gens, voilà ce que j'ai compris de ça, et voilà ce que peut-être vous pouvez en comprendre, ou à votre tour essayer d'approfondir, etc. Donc c'est un processus sans fin. Donc on écrit, mais on est rarement lu. Donc j'ai pas la naïveté de croire que parce qu'on écrit, ça y est, c'est fait, quoi. Vous savez, comme des gens qui vous disent, j'ai fait l'Espagne cet été. Donc on fait une croix, et maintenant l'Espagne étant faite, on fera le Portugal, et puis il y a tant de pays, en 156 ans, on y arrivera. Donc c'est absurde, parce que vous ne faites pas l'Espagne, vous allez à Madrid, s'il y a un quartier qui vous plaît bien, mais si vous passez un an, vous commencerez à peu près à comprendre comment fonctionne ce quartier, à peu près. D'accord? Bon. De même, un type dit, j'ai visité la Croix-Rousse. Mais non, pas du tout. La Croix-Rousse, il faut y être né, il faut connaître des vieux Croix-Roussiens, enfin, vous voyez tout ce que je veux vous dire. Donc, bon, écrire, on le fait. Je ne dis pas que c'est inutile. Il y a une trace qui demeure. Il y a des gens qui iront en bibliothèque, il y a des gens qui trouveront notre livre d'occasion, j'en sais rien. Donc, on a écrit à 3 un livre qui s'appelle La lutte clandestine en France, qui nous a pris c'était un travail de chien. Parce qu'au lieu de l'écrire à 3 en disant, toi tu fais le chapitre 1, 2, 3, on s'est mis à 3 et on s'est critiqué les uns les autres en essayant d'écrire le plus simplement possible à travers nos connaissances respectives. Et donc, il y a eu du tirage, c'était pas toujours facile, on a fait ce livre qui maintenant existe en point seul, donc c'est facile et qui se vend. Mais entre l'effort qu'on a fait pour accoucher de ce livre et sa réception, il y a un monde. Si on a un peu d'orgueil et tout ça, on se dit ça vaut pas la peine. Je vais aller pêcher, faire autre chose. Oui, bon. Mais on écrit, on parle. Parce que quand on parle, il peut rester quelque chose. Vous voyez comme je suis prudent. Il peut rester quelque chose de ce qu'on aura dit aujourd'hui. Je ne dis pas, toutes nos précieuses paroles, vous repartez avec, elles sont imprimées en vous. Non, 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 non. Mais il y a peut-être quelque chose qui passera. Il y a peut-être quelque chose que vous irez lire. Enfin, j'en sais rien. Et si c'est ça, bingo, on aura fait œuvre utile. Échanger, c'est très important. Puis surtout, je ne suis pas inquiet pour la mémoire de la résistance pour une raison très simple. Tous les épisodes historiques ne se valent pas mémoriellement. Il y a des faits, des périodes qui s'éloignent sur l'échelle chronologique et qui restent très sensibles. Puis il y en a d'autres qui disparaissent totalement. Je donne un exemple de ça. Quand le jeune agrégé d'histoire Marc Bloch est nommé en 1912 au lycée de Montpellier, il est reçu en grande pompe par le proviseur. À l'époque, on avait une chaire quand on était agrégé. Donc il le reçoit, il lui dit ce qu'est le lycée à Montpellier. Il y avait un lycée. Et il lui dit, voilà, vous êtes ici, chers collègues, etc. Et il lui donne un conseil. Il lui dit ici, quand vous parlerez de la Troisième République, ça ne posera aucun problème. La Troisième République, c'est-à-dire le temps présent de 1912. Mais quand vous parlerez des guerres de religion, soyez très prudents. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, on parle du XVIe siècle. Ben, il dit ici à Montpellier, les guerres de religion, ça peut mettre une classe à feu et à sang. On peut retrouver les catholiques et les protestants face à face. Ou les parents d'élèves qui vont dire, mais comment a-t-il osé dire que, vous voyez? Autrement dit, c'était très vieux. Et c'était toujours ultra présent. Mais la résistance, c'est pareil. Et vous savez ce qui me fait dire ça? Partout où je vais, dès qu'on se met à discuter un peu, il y a une question qui surgit, qui est fascinante, c'est qu'est-ce que j'aurais fait moi à ce moment-là? C'est une question absurde, puisqu'il n'y a pas de réponse à cette question par définition. Les gens qui vous disent, moi j'aurais été résistant, sont bien rigolos. Ceux qui vous disent, j'aurais été collabo, n'en savent rien. En fait, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais pourquoi on se pose cette question? Mais parce qu'on est fasciné par cette histoire-là, parce qu'on se dit, mais comment quelqu'un peut, ou quelqu'une, peut, à un moment donné, mettre sa vie dans la balance? Comment on fait un truc comme ça? Parce que ça coule pas de source. Donc ça nous intrigue, et peut-être même ça nous fascine. Et on se dit, est-ce que moi je suis courageux comme ça? C'est pas une mauvaise question. Quand on posait la question à Lucie Aubrac, quand des élèves lui posaient les questions, elle lui disait, tu poses mal la question. Elle était un peu directe. Il ne faut pas dire qu'aurais-je fait. Elle lui disait, tu fais quoi, toi? Elle la regardait interdire, de quoi me parle-t-elle? Elle disait, t'es dans le métro, par exemple, si t'es parisien.
tu vois quelqu'un qui se fait agresser parce que ceci, cela, couleur de sa peau, manière dont il se comporte, ou que sais-je, tu bouges ou pas? On te disait, mais ça dépend, je fais attention, etc. Ben voilà, tu as ta réponse. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est là qu'elle disait, résister, ça se conjugue au présent. Si vous réfléchissez un peu, c'est pas mal comme type de définition. Ça résout en partie la question du qu'aurais-je fait? Ça la transforme en qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me comporte? Et de ce point de vue-là, donc la transmission ipso facto, elle se fera. Alors sur quel mode? Est-ce qu'elle sera plus ou moins exacte? Ça c'est autre chose. Mais que la résistance conserve une grande puissance d'impact sur nos imaginaires, ça je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'une crainte à avoir. Merci pour cet échange. On va pouvoir passer aux questions du public, du coup, maintenant, s'il y en a quelques-unes. Vous n'avez pas du tout parlé du film qui a été fait sur Raymond Braque et Lucien Braque. Oui, pardon, Lucien Braque. Le Claude Berry. Oui. Vous considérez qu'il est mal fait? Oui. Non mais Claude Berry a mis de gros moyens, c'est le plus gros budget qu'on ait consacré à ça. Les acteurs, Carole Bouquet, Daniel Auteuil sont bons. Je veux pas... Moi, j'ai pas le point de vue de l'historien retors, un peu grincheux, qui vient dire que c'était pas exactement comme ça et qui jamais. Quand Little écrit Les Bienveillantes, je lis Les Bienveillantes, ça me plaît ou pas sur le plan littéraire, mais je vais pas lui faire un procès d'historien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me garde bien d'avoir un jugement esthétique mêlé de compétences sur des œuvres d'art. Bon. Et le cinéma, ça fait partie des œuvres d'art. Et je suis très cinéphile. Mais c'est pas un bon film, de mon point de vue. C'est un film trop... Alors la reconstitution est parfaite, ça colle assez bien à l'histoire. Mais par exemple, Lucien Braque, que j'ai vraiment bien connu, alors elle était agrégée d'histoire, géographie, 38. Alors on s'imagine Madame de... Non, elle était très populaire, d'un milieu d'extraction très simple, elle parlait volontiers avec beaucoup de gouaille. Et Carole Bouquet, non. Elle a beaucoup de qualités, mais elle n'est pas comme ça. Vous voyez, fallait... Alors ils avaient d'abord choisi Juliette Binoche. Et il se trouve que Juliette Binoche s'est vertement accrochée avec Claude Berry, le réalisateur. Et donc ils ont remplacé Juliette Binoche par Carole Bouquet. Mais au fond, ce n'est pas la question de savoir qui incarne quoi, c'est les bons acteurs, c'est que simplement, c'est très difficile d'incarner cette histoire-là. Et il me semble que c'est plat, si vous voulez. Et puis, ça pose des problèmes. Alors, ça s'ouvre sur une scène de déraillement de train, où Aubrac est aux avant-postes, vraiment l'homme, comme toujours, c'est très genré. Hein. Bon. C'est pas elle. Alors qu'en fait, dans les faits, c'est elle qui faisait des actions de coup d'éclat et pas lui. Mais bon, peu importe, pour le film, c'est intéressant, c'est l'homme qui fait dérailler le train. Mais il n'a jamais fait dérailler aucun train. Jamais. Il n'a même jamais été dans un groupe front. C'était un responsable de l'armée secrète qui pensait politiquement la résistance. Il avait un mérite énorme. Je ne dis pas qu'il faisait rien, mettons-nous bien d'accord. Chacun son rôle. Qui montait des évasions? Qui était boulevard des Hirondelles, boulevard de Tchécoslovaque, en train de faire évader son mari avec une mitraillette sur les genoux et se battant? Sa femme. Enceinte de 6 mois, sa femme. C'était pas lui, vous voyez? Donc, non, le film m'a pas convaincu. Et en plus, il a rendu jaloux. Alors, Il y a les gens. en plus, il n'a pas joué un petit rôle dans l'attaque qui a été menée contre les époux Aubrac ensuite, qui est une queue de comète du procès Barbie, où on les a accusés en gros d'avoir été les gens responsables de l'arrestation de Caluire, ce qui était une diffamation pure et simple, mais dont ils ont énormément souffert. Parce que si vous voulez, vous savez bien que... Alors ils ont obtenu réparation jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais peu importe. Je veux dire, quand ils sont morts, on a rappelé cet épisode pour dire que c'était pas vrai, mais enfin on l'a rappelé. Donc ça scellait, ça ternissait leur action. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, pour poursuivre un petit peu sur cette question par rapport aux œuvres,